La belle victoire des Bleus en Écosse 22-15. Ce n'était pas arrivé, je le disais, depuis 6 ans. Alors on va un peu disséquer avec Daniel Herrero, avec Alexandre Priam et bien sûr vous les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300 cette victoire. On a dit il n'y a pas eu beaucoup de jeux construits. Il y a un bel essai quand même magnifique sur un lancement de jeu. C'est peut-être le seul éclair, Daniel, de cette soirée, cette combinaison sur touche à hauteur de la ligne médiane, avec ce retour intérieur de Fickou pour Rates qui trouve extérieur finalement Vakatawa qui file au pied des poteaux pour inscrire l'essai français. Voilà, c'était un essai décisif. On avait envie d'en voir un tout petit peu plus parce qu'ils sont séduisants quand ils le veulent, nos Bleus. Alors je ne sais pas si c'est quand ils le veulent, mais ils peuvent l'être séduisants. Et tu as raison de souligner que cet essai, il est beau, il est même très beau. Alors il faut l'analyser parce que, d'abord c'est le seul essai du match, et en même temps, il ne vient pas par hasard, quoi. Rappelons-nous que nous sommes là au tout début de la seconde mi-temps. Nous, dans l'analyse, nous disions presque à l'unanimité ou dans un ton commun, on disait la première mi-temps était pauvre, les trois quarts français n'ont pas fait grand-chose, on n'a pas cité quasiment les centres, sur un ou deux coups de boutoir ou d'épaule. Nos ailiers ont presque pas touché la balle, et Teddy Thomas pas une. Ramos a fait une petite tentative de contre-attaque, mais il y a peu de jeu. Et même notre père demi, autour d'Antoine, le grand ministre des Intérieurs, il n'y a pas eu d'extérieur pour qu'un jour puisse profiter de l'intérieur lui-même. Tu vois ça? Bon, et on se disait ça, et au moment où on finit la phrase, et là, ils font une construction. Alors la construction, c'est intéressant, c'est-à-dire on élabore quelque chose à partir d'éléments travaillés. On élabore un mouvement à partir des choses que l'on a travaillé et répétées. En l'occurrence, là, c'est une conquête directe d'une touche, ça part vers le demi-mêlée, puis l'ouvreur qui écarte sur le centre, et le centre qui remet intérieur sur l'ailier côté opposé. Honnêtement, c'est le B à bas d'une construction. Mais c'est une construction. Et comme toutes les constructions, parfois en Benjamin, elle ne marche pas, ou en Benjamin, elle peut marcher et pas marcher au plus haut niveau. Là, le schéma est relativement simple. S'il est bien effectué, il peut être dangereux. Là, il marche. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce qui nous intéresse c'est que pourquoi on n'en a pas eu de ces constructions en première mi-temps, Pierre ? Pourquoi on n'a quasiment pas une construction de touche? À partir de la touche, tu vois, où tu gagnes des ballons, tu fais des trucs autre chose que des molles. Pourquoi on n'a pas un ras de mêlée? On a une mêlée qui est à peu près correcte. Pourquoi on n'a pas de construction? Tu vois, le volume de construction, c'est-à-dire de choses préparées. On a fatalement, chez nos coachs comme chez nos joueurs, la mission sacrée dans la phase de conquête, ou immédiatement après la phase de conquête, c'est-à-dire après une touche ou une mêlée, essayer de trouver des espaces où tu peux mettre la défense en danger ou en fragilité, à partir du danger duquel tu vas essayer de construire des choses très dangereuses. Bon, ça on l'a pas trouvé, et on a peu construit. Bon, on voit une ou deux redoublées entre, Vakatawa même pas, hein, autour de Mathieu Jalibert, quasiment je le vois pas. Je vois une ou deux situations qui partent simples, mais tu vois le volume de construction, c'est-à-dire on fait des choses, quoi. Soit des choses préparées, mais si tu fais rien de préparé, tu te dis c'est un peu le cas de notre Caisse de France. Tu te dis, c'est dans le non préparé, par exemple, quand tu parles de Toulouse, c'est dans le non préparé ou c'est dans le désordre que reste l'essentiel du projet. Alors ça veut dire, il faut que tu te démerdes sur le terrain pour qu'à un moment, l'organisation défensive de l'adversaire soit bordélique. Pour ça, en général, c'est du jeu au pied. Tu leur renvoies le ballon, il te le renvoie, tu le re-renvoies, et puis dans l'entre-deux-jeux, ils partent, tu essayes de récupérer la balle sur une organisation défensive, ou alors ils te le renvoient, et toi tu es dans tes 40 mètres, après une phase de ping-pong, un ou deux coups de pied, il y a des situations défensives un peu approximatives, et là tu joues. Quand même ça non plus, on l'a pas beaucoup vu. Alors là, ça fait pauvre. Et là, on dit quand même, malgré tout, on s'en sort bien. Parce que on n'est pas moins bon, on est même peut-être un peu meilleur, mais dans le jeu de rugby, de construction et même d'adaptation dans le désordre, on a été pas radicalement dangereux. À la sortie, le score était triqué. Si on parle presque franchement, le match nul n'aurait pas été volé, tu vois. Le match nul n'aurait pas été volé dans la lecture du match. Non mais Hogg n'en voulait pas. Voilà, et après Hogg est trop con sur la fin. Moi, excusez-moi, Hogg est un peu d'une maladresse suspecte en fin de match, mais c'est la 80e minute, il a le sang dans les pieds, le mec, il veut faire quelque chose de très bien, il veut s'approcher exactement à 4,50 m, 5 mètres de la ligne, bon, il tape directement. C'est une faute professionnelle, ça. Surtout avec le brassard de capitaine. Il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé, je dois rendre à César ce qui est à César.
hasard. C'est Renaud Bourrel dans l'équipe ce matin qui dit cette jeune équipe de France devra affronter la nouvelle idée qu'elle se fait d'elle-même et la haute opinion que les autres en ont. Est-ce que tu penses, Daniel, que ce statut d'équipe qui devient de plus en plus forte à l'échelle mondiale peut peser sur les Bleus et peut commencer à questionner un peu les Bleus, à mettre la pression sur leurs épaules, sur leurs jeunes épaules? Oui, alors et là aussi, il faut faire un peu attention. Objectivement, on sent qu'il y a un courant de sympathie qui se dégage de ce 15 de France parce que lui-même, nos joueurs, enfin le 15 de France, envoie des signaux respectables, recevables, séduisants, enjoués plus exactement, pardon. C'est ces signaux-là, on l'a dit, c'est sur le comportement. Qui plus est, c'est sur la performance. Attends, pour l'instant... Je ne sais pas dire qu'on a battu personne. Les Français ont battu quasiment, enfin pas quasiment, toutes les équipes européennes, on dira, du tournoi des nations. Bon, ça atteste un niveau. Ça enflamme. On n'a pas souvent battu dans les 10 dernières années les Égallois chez eux. Ben, cette année, on l'a fait. On n'a pas beaucoup battu les Irlandais. On l'a fait. On n'a pas, quand même, ça fait 7 ans qu'on n'avait pas battu les Écossais chez eux. Bon, on l'a fait. Tout ça, c'est des signes. Ça génère un courant de sympathie. Ce courant de sympathie, il est plutôt basé sur les valeurs morales que dégage l'équipe de France et les valeurs posturales, je dirais. Plus que sur les valeurs du traitement du jeu. Alors je vois bien aussi que nos coachs vont essayer de s'approprier malgré tout les modernités de pensée du traitement du jeu, tu vois. On le voit, on fait des choses innovantes. Non, pour l'instant, non seulement on fait pas des choses innovantes, mais on fait pas mieux, de fait, en qualité de rugby. Et le courant de sympathie, il vient, encore une fois, il vient plutôt de la façon dont les hommes se comportent en solidarité affective, morale et même, on dira, technique essentiellement sur le défensif, plutôt que sur la construction. Il reste que on sent qu'il y a du potentiel. Et le fait qu'il y ait ce potentiel, on a vu 3 fois à l'intérieur les performances d'Antoine Dupont qui nous ont fait dire de suite en 2 matchs, il est le meilleur du monde parce qu'il est 3 fois à l'intérieur, de mecs qui ont réussi à percer. Tu vois? Il a fallu qu'un ailier perce pour remettre à l'intérieur de Dupont, et il a fallu qu'une fois Antoine Dupont perce pour remettre à l'intérieur sur Charles Olivon. Ces petits embryons de potentialité nous laissent effectivement beaucoup d'espoir. Moi, je considère que cette équipe de France est plutôt, si je parle vrai, je veux dire, elle est à haut potentiel, mais alors elle a une marge de progrès très grosse dans tout son secteur offensif, qui est lui pour l'instant en haute stagnation. Tu vois, en haute stagnation. Et là, dans un sport, ça va, il faut que ça aille plus vite que ça. Hein. Et simplement, alors par contre, en valeur morale, en qualité collective, en solidarité de jeu, en rigueur défensive, en engagement physique, en agressivité, elle est bonne. Honnêtement, elle est bonne. Et là, on a une chance, non pas, je pense que ces hommes ne se surestiment pas en rien, on envoie en rien les signaux, d'où l'idée aussi qu'il n'y a pas de signaux rouges sur la progression. Cette équipe, elle est humble, hein. Elle est humble, elle dégage en rien les signes de la prétention. Et s'il y a quelques signes de la prétention, c'est pas chez les joueurs, honnêtement. Hein. C'est sûrement pas sur les leaders joueurs. Je pense pas que ce soit sur les leaders du staff. Peut-être un peu sur ceux qui pensent que la préparation physique aujourd'hui de notre 15 de France est hors norme et planétaire. Ouais, venons-en quand même aux joueurs, parce que par rapport au bémol, entre guillemets, hein, je raccourcis, mais au bémol qu'on peut trouver, est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui le numéro 2 derrière Romain Ntamack? On veut dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est une question qu'on peut se poser. J'aime pas la poser comme ça, parce que je trouve que ça remet quand même sur la table cette question un peu de la pression négative sur des jeunes joueurs. Hein. Il faut quand même dire que Mathieu Jalibert a 22 ans, que Romain Ntamack en a 21, qui joue à des postes stratégiques. Mais a-t-on trouvé le numéro 2 aujourd'hui au poste d'ouvreur, qui est un poste clé? François, je ne répondrai pas catégoriquement, parce que si on analyse l'arrivée de Jalibert au plus haut niveau, on dit il est là, il est le 2, il est le 3, il est peut-être même le 1, il est là. Depuis 8 à 10 mois, on dit probablement le 1, c'est Romain Ntamack, qui semble avoir performé et confirmé qu'il est capable de tout faire en match international et qu'il est capable de le maîtriser, y compris sur le plan stratégique, y compris sur le plan physique. Bon, et il nous arrive là, Mathieu, on dira, il semble qu'il n'est pas étranger au niveau. Tu vois, il n'est pas étranger à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il dégage un certain nombre de choses qui font qu'il m'a l'air relativement serein, et il n'est pas amputé dans ses choix. On ne peut pas dire qu'il y a radicalement des choix qui ont été pourris.
Tu vois, c'est-à-dire le choix, tu dis, putain, là, il s'est planté. Ou là, il a fait tout faux. Tu l'as pas dit, ça. Mais par contre, on voit que peut-être sur un dégagement 64e, dégagement au pied qui était un peu bâtard. Voilà, 2 dégagements bas lourds incontestables, 2-3 passes irrecevables et irrespectables pour les partenaires dans le déroulement du match. Bon, ça ternit un petit peu. Non, moi, ce qui me semble, c'est qu'il n'est pas un élément de l'allant de l'équipe. Tu vois ? Alors qu'il l'est à l'UBB. Voilà, alors qu'il est beaucoup à l'UBB. Mais souvent, les ouvreurs le sont, hein, la paire de 2000 ou les 3e lignes peuvent l'être. Lui, il n'est pas un allant aujourd'hui, il est dans j'allais dire, la normalité d'un match étriqué, relativement sombre, assez appliqué, plutôt vaillant, aucune touche de relief classieux dans sa performance. Et c'est l'éternel problème de la question que tu poses. Est-ce qu'il vraiment c'est le numéro 2, ou peut-être même un potentiel numéro 1 à venir? Là, on dit dans le temps, et dans le match d'aujourd'hui, on ne peut pas confirmer ça. On n'est pas du tout certain que Louis Carbonel n'aurait pas fait mieux. Tu vois, y a pas. Non, mais ça donne du coup envie de le voir parce qu'on n'a pas vu un Jalibert ultra convaincant aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, je m'attendais à voir Louis Carbonel. C'est éternel quand même. Hein, les demi d'ouverture éternellement. Évidemment, mais là on cherche un suppléant à Romain Tamac qui lui semble indéboulonnable. Carbonel, on attendait peut-être sa première titularisation, sa première sélection, et ça n'a pas été le cas. On va reparler, Daniel, dans un instant, bien sûr. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h encore, et puis ensuite, à partir de 20h, ça sera soirée top 14, puisqu'entre nos 2 parties de rugby, il y aura cet excellent avec Judith Belair. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, François Trio. 18h30 sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr nous appeler pour poser vos questions, pour aussi donner vos réactions sur la performance des Bleus, vainqueurs en Écosse, l'équipe de France, le 15 de France victorieux, 22-15. Un seul essai signé Virimi Vakatawa à la 42e minute. À noter également un drop de Mathieu Jalibert à la 24e. Le reste, c'est Thomas Ramos qui a scoré pour les Français, qui l'emporte donc à Murrayfield, là où ils avaient été battus au mois de mars. On s'en souvient, dans le tournoi des 6 nations. Voilà donc quand même d'un point strictement comptable, Alexandre Priam, eh bien une bonne opération pour ces Français dans la poule B de la Coupe d'automne des Nations, puisqu'ils sont désormais leaders de cette nouvelle compétition. Et tout à fait, leader, effectivement, les Bleus avec 9 points devant l'Écosse, 6 points, l'Italie 5 points et les Fidji 0 points. Voilà, 0 points pour les Fidji. Et on rappelle évidemment que la France, du coup, jouera la première place la semaine prochaine face à l'Italie. Oui, ce sera effectivement la semaine prochaine et on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Ce sera France-Italie le 28 novembre. Daniel Herrero est avec nous bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Revenons quand même sur le cas Jalibert qui était aujourd'hui titulaire. D'abord sur le fait que Fabien Galtier n'a pas fait de changement de charnière entre Couillou et Carbonel. Il a voulu sans doute, le coach français, donner du temps de jeu aussi dans la difficulté à l'extérieur, un match difficile. Les Écossais étaient durs à manœuvrer aujourd'hui. Il a voulu aussi les mettre un peu à l'épreuve finalement. C'est ça ce que ça veut dire, cette confiance tout au long du match? Oui, je le crois, François. Je le crois à divers titres. Je pense qu'il a... D'abord, il a quand même fait beaucoup de changements. Reconnaissons aussi que cette équipe de France, qui va quand même l'emporter, il y a 7 à 8 changements par rapport au match précédent qui avait donné au 15 national une allure de robustesse et une allure de haute performance. Donc 8 changements. Et quand même, je sais pas, le staff peut avoir aujourd'hui la sensation très agréable que la première ligne qui a joué aujourd'hui pendant 60 minutes, elle tient quand même la route, même si on peut analyser les choses, mais elle tient quand même la route. Et revenons à la période de demi. Il semble qu'Antoine aujourd'hui il soit plutôt moyen. Et est-ce que c'est parce qu'Antoine est un peu moyen, qu'il éjecte beaucoup de ballons, qu'il en prend beaucoup la charge au pied, que lui-même ne crée pas beaucoup de danger au pré? Antoine n'a pas pris beaucoup d'initiatives. On l'a pas senti dans la zone proche, dans la zone fracture qu'on appelle des zones charnières, tu vois, parce qu'en plus c'est un demi de mêlée. Dans cette zone-là, on l'a vu peu sollicitant. S'il n'est pas sollicité, il préoccupe un peu moins en dangerosité la défense. Et ma foi. Et après,
après, bon, il y a le cas de l'ouvreur. Et je pense effectivement, comme toi, François, que ils les mènent jusqu'au bout. Je pense que le coaching, enfin les coachs, quoi, donc les gens qui décident des changements et des rotations de joueurs, ont pensé qu'il était bien que cette paire de demi, notamment Mathieu Jalibert, aille au bout du match. Avec aussi une idée, c'est que la fin du match, elle est pénible, hein, elle est difficile, elle est stratégique en même temps. Tu vois, une fin de match, c'est émotionnellement complexe, de fait. Quand l'adversaire est à une portée d'essai, quand tes hommes sont à une portée de fatigue grande, tu vois ça, et la gestion. Et là-dessus, je pense que c'est peut-être la chose qu'ont le mieux fait notre paire de demi. Ou c'est la chose qu'a le mieux fait notre paire de demi. En l'occurrence, le dernier quart d'heure, elle l'a plutôt bien mené. Par contre, la longue partie du match où il y a des choses à faire pour battre l'adversaire, plutôt moyen. Il n'y a quand même pas de déception sur la performance de Mathieu Jalibert. Il y a une série de petits bémols techniques et il y a surtout qu'il n'y a pas encore dans son comportement ce qu'on a senti assez souvent chez Romain Ntamack, c'est-à-dire la possibilité presque permanente que quand ce mec a la balle, il peut se passer des choses. Tu vois ? La possibilité permanente, c'est-à-dire que c'est juste, il a redressé la course quand il fallait le faire, le jeu au pied, s'il n'est pas 100% réussi, il était bien intentionné, la double sautée qu'il a enchaînée à un moment, c'est celle qu'il fallait faire, tu vois ça, et ça, encore une fois, l'idée que le demi d'ouverture poste-clé de toute équipe de rugby qui rentre pour la première fois dans un match international après un an et demi d'absence où il s'est désossé les deux genoux, fatalement, il y a en assurance, en rayonnement, c'est moyen. Est-ce que ça pose l'idée qu'il n'en est pas capable ? Je réponds pas encore catégoriquement. Mais si je parle vrai, je dis la performance de Mathieu Jalibert aujourd'hui, elle est anodine. 0826 300 300, bien sûr, vous nous appelez sur Sud Radio et vous êtes le bienvenu à l'antenne avec Daniel Herrero. Bonsoir. Ah, Quentin qui... c'est le minot qui est avec nous. Je rappelle de suite. Ah, voilà, un petit problème de connexion. Juste quand même sur ce cas, en fait, aussi du... On a eu l'impression quand même que Mathieu Jalibert, au-delà des petites imperfections dans le jeu, n'avait pas été un petit peu rattrapé par cette position là de titulaire, finalement, qu'il était un peu, entre guillemets, écrasé et un peu fragile. Hein. Il dégageait pas la sérénité aussi de quelqu'un qui a 10 ou 15 matchs internationaux. Hein. Oui, François, ça aussi, ce qu'on pourrait appeler son aisance psychologique dans l'intensité de ce genre d'événement. C'est un match international, il débute, tu vois, il a quasiment jamais été titulaire, peu importe les raisons, des blessures, des fatigues. À la sortie, il débute. Maintenant, il est encadré par un joueur, en l'occurrence Antoine Dupont à la mêlée, qui va gérer le jeu avec lui. Donc, on est à peu près tous unanimes à reconnaître qu'il est de niveau international. À côté de lui, quand même, il a 2 centres dont on dit, entre nous, souvent, et même sur les antennes, et même objectivement, il y a plus forte raison dans les entourages techniques du rugby français, que ces 2 centres, quand même, sont parmi ceux qui se fait aussi de mieux. Je veux dire, il n'est pas lâché dans une arène, tu vois, sans sécurité, quand même. Non, moi je pense qu'il est rentré en se disant je vais pas en faire trop. Il est rentré en se disant je vais essayer de faire juste et bien. Je pense qu'il est rentré conforté aussi. C'est quand c'est simple que c'est le mieux. Tu vois ça ? Voilà. Lui qui disait pourtant ce matin dans tous les journaux, il disait moi je suis un joueur instinctif. Mais je pense qu'on lui a dû dire l'instinct, oui, ça viendra quand ça doit venir l'instinct. Mais pour l'instant, applique-toi sur les choses de base, sur les fondements du poste. Voilà. Et là-dessus, il a été pas trop mal, mais en rien, il ne s'est installé dans ce match comme une forme de leader, soit de leader stratégique, soit de leader technique, soit de leader comportemental. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas, il y a des joueurs que tu te mets derrière eux parce que tu as l'impression qu'ils sont partout, parce que tu vois ça. Oui. Lui non, il a pas généré, il a pas impulsé dans sa technicité l'idée que lui il tient vraiment la route sur tous les comportements techniques du poste d'ouvreur. Voilà, et donc je reviens sur ce mot un peu d'anonyme, un peu dans la menace, un peu dans la masse, mais un poste qui accepte mal d'être noyé au même titre que les autres. Oui, tout à fait. Emeric est avec nous, auditeur Sud Radio à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Emeric. Oui, exactement. Bonsoir François. Une question pour Daniel Herrero.
Le match de Thomas Ramos, moi j'ai trouvé un peu en dessous en fait. Je trouve qu'il n'a pas le niveau international pour le moment et j'aimerais avoir l'avis. Alors peut-être que ça a été répondu que j'étais au standard, je ne sais pas, mais. Aymeric, je veux dire, on la redoute cette question, mais elle est légitime. Tu vois, Thomas Ramos, voilà, buteur incontestable de sa carrière dans son club, titulaire incontestable, multiplace, on dira, il peut jouer ouvert, il peut jouer centre, il peut jouer arrière. Bon. Et Thomas Ramos, on sent qu'il est pas loin, on sent qu'il est rentré, mais on sent qu'il n'est pas titulaire non plus. On sent qu'on lui préfère, depuis le début de l'aventure de nos coachs, de cette histoire-là, qui a maintenant un an d'âge, un joueur qui était quasiment inconnu au bataillon, qui est Anthony Boutier. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose. D'aucuns disent, ouais, mais il a un peu la fragilité défensive suspecte pour le haut niveau international. Tu vois, tu l'entends dire, ça, tu l'as entendu dire, Aymeric, tu vois. Même si pour moi, c'est pas la qualité première d'un 15, la défense. Oui, quand même. Si ce tir du milieu, c'est pénible, quoi. Tu vois, malgré tout, t'es obligé. Alors, effectivement, le secteur défensif, par exemple, d'un arrière, il est multidimensionnel. Hein. T'as le secteur défensif sur la récupération aérienne, sur les hautes chandelles. Il est bon, Thomas, là-dessus. Voilà, il est bon, Thomas. Très bien. Après, il a des guibolles, Thomas. En d'autres termes, sa qualité de course peut lui permettre d'être un assez bon défenseur. Alors après, dans la face-à-face avec l'adversaire sauvage qui arrive tel un bison à se mettre de la ligne, c'est pénible pour tout le monde, y compris pour Thomas Ramos. Tu vois, ça. Bon, non, mais il y a quand même un bémol là-dessus. Après, il y a son secteur offensif. On dit, bien, Thomas Ramos, il a le goût de la relance, le goût, il est créatif, quoi, de fait. Il prend des initiatives. Oui, mais il n'est pas avec le maillot bleu. Voilà. Je trouve qu'il n'est pas avec le maillot bleu. Voilà, avec le maillot bleu, enfin, il n'en a pas porté beaucoup en tant que titulaire. Mais aujourd'hui, en l'occurrence, on peut se dire, tiens, il est un peu pauvre, ou il est un peu sobre. Il fait une relance. Tu te rappelles, en première mi-temps, il sort d'un premier plaquage, il part tout droit. Il inverse une situation où on était un peu en pression dans nos 40 mètres et il nous ramène quasiment aux 40 mètres adverses avec une tonicité, quoi. Bon, il sort d'un plaquage, il en casse un. C'est un peu dans le bordel, c'est pas l'organisation défensive classique, parce que dans l'organisation défensive classique, quand tu sors d'un plaquage, t'as les grands espaces. Là, dans le bordel, il sort de un, il tombe sur un autre, mais il avance quand même. Bon, il crée un petit tonus. Et c'est quasiment la seule fois du match. Et comme c'est un mec offensif et créatif, si tu le vois sans goût offensif, et quasiment sans créativité, tu dis, putain, qu'est-ce qu'il a servi aujourd'hui? Et à la sortie, on a une note moyenne, et on se dit, en équipe de France, moi je pense, un peu comme Mathieu Jalibert, qu'il y a autour de Thomas Ramos, fait bien les choses de base. Applique-toi dans l'essentiel. Tu vois, je pense qu'il y a ça. Vous pensez que le discours n'est pas assez libérateur, Daniel Je pense qu'il y a... je pense qu'il y a quelque chose qui... Pas radicalement de la contrainte, mais tu joues arrière dans un 15 de France qui a une organisation et tu l'as lu, je m'adresse à Aymeric, mais François, nous tous, tu as lu, on dit... Aymeric qui joue 15 ans club en plus. Hein. Ah voilà, alors, tiens, non mais tu vois, dans le projet 15 de France, tu as, prends ta feuille, Aymeric, trace les 50, les 40 et les 22, et ben tu vois, dans tes 40, tes 22, il y a plus fortement de but, là tu marques non, c'est-à-dire que là on joue pas. Tu vois, là, on joue pas. Ça, et après, de tes 40 aux 40 adverses, on joue pas mal. Et des 40 adverses à la ligne de but adverse, on joue tout. Voilà, tu vois ça? Bon, la zone non, celle où ton entraîneur, il te dit, oh, mais là, tape, hein. Ou là, on joue chez eux. Voilà, tu l'as entendu 1000 fois, ça te gonfle. Et ça sent le vécu, Aymeric. Voilà, ça sent le vécu, ça sent le mec qui débute pas, quoi. Tu vois, on lui a dit, tape, allonge, Aymeric, allonge. Eh ben, je pense, tu vois, que chez Thomas Ramos, il y a un peu de ça. Il a tapé autant de chandelles que ce qu'il a fait de la relance, alors que dans son club, il fait sans aucun doute plus de relance et de portée de balle que ce qu'il fait de chandelles. À la sortie, tu comprends que dans le projet, il y a malgré tout des actes limitatifs. Et en même temps, pour éviter la bouse, parce que au niveau international, la boulette, elle se paye fort. Fais une relance, fais à la sortie une passe en cloche et prends ces 50 mètres, t'en as pour 10 ans. Non mais de ce que j'entends, c'est que il protège sa place en fait, Thomas Ramos, Aymeric. Mais alors moi, mon sentiment, qui va un peu dans le, je marche un peu dans les pas, bien sûr avec beaucoup d'humilité de Daniel. Mon sentiment, c'est que Jalibert comme Ramos, ils ont une position de numéro 2 aujourd'hui. Et ils ont faim de vouloir être numéro 1, mais ils ont peur d'être numéro 1 quelque part. Enfin, du coup, ça les a un peu tétanisés, j'ai l'impression. Et ils ne jouent pas leur rugby comme un Boutier est arrivé à être propulsé numéro 1. Et lui, il s'en moque. Il joue à Vannes, il joue en 15 de France, c'est pareil. C'est pas faux. J'aime bien cette analyse. J'aime bien cette analyse. Tu vois, ils sont numéro 2. On leur dit aujourd'hui, vous êtes numéro 1. Et après, assumer le numéro 1, bon, d'abord, c'est exigeant.
Il va falloir que tu ailles faire des choses qui sont élevées, plus élevées peut-être que celles que tu fais d'habitude. Il va falloir que tu sois toi-même à ton meilleur niveau. Il va falloir que tu domines en allure comparative des mecs qui ont déjà été bons ou très très bons. Oula, tu vois ça, et honnêtement, c'est difficile. Et moi, je ressens aussi quelque chose qui relève un peu de l'inhibition morale. Tu vois, il y a dans sa tête, dans son cœur, et il faut pas que je fasse deux boulettes, il faut que je fasse plutôt bien les choses. Et donc, effectivement, souvent là derrière, là, il y a la prudence. Du corps. Oui. Dans la gestuelle des joueurs, ça se sent énormément. Je trouve que Jalibert a pas la même posture quand il joue à l'UBB et Ramos n'a pas la même posture. Ça se sent même sur quand il prend le trou à un moment donné, l'action que tu disais, Daniel. Ouais. Et ben il est presque surpris. Il est très heureux, mais j'ai l'impression qu'il est presque surpris d'avoir pris ce trou-là. Et rappelle-toi même, il donne un petit coup de pied rasant. C'est le coup avant peut-être. Il est quasiment sorti. C'est le premier ballon. Ouais, c'est le premier ballon, exactement. Il est dans le trou. Il est sorti du trou, mais pas de beaucoup, de 50 cm. Et là, il fait un petit rasant. Le seul truc qu'il faut pas faire là, tu vois. Exactement. Alors que le Ramos du Stade Toulousain, je suis un petit peu convaincu qu'il y va et qu'il accélère. Il a les cannes tours. Et attention, parce qu'on a un fan de Ramos qui a appelé en plus. Hein, donc là. Ouais, mais nous on l'aime, Ramos. Attention, et moi je trouve qu'il a fait. Moi je trouve qu'il a fait un bon match. C'est vrai que peut-être qu'il pourrait être plus flamboyant, on va dire un peu comme il est sous le maillot du Stade Toulousain, parce que voilà, il a ses habitudes à Toulouse. Il a le discours, les coéquipiers, il peut se lâcher. Là, forcément, il y a un peu de tension, et puis en plus le niveau est encore un cran au-dessus. Et moi j'ai trouvé qu'il a été bon, parce que d'abord il a fait 100% au pied, hein, je crois. Un échec incroyable, 55 mètres. Un échec ridicule quand même. Attention, Aymeric, à 55 mètres à Murrayfield, si vous avez un peu de vent contre. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup joué, à l'heure et demie de jeu. Je dis pas la puissance. Tu critiques le choix. Non, je critique le temps de préparation. Le temps de préparation, je mets plus de temps à faire des œufs mollets à un moment donné. C'est vrai. 1 minute 30 pour tenter une boulette de 60 mètres ou de 55 mètres. C'est dangereux. Ouais, puis c'est presque une offense au jeu, de fait. Si jamais il ne récupère pas quand même ce ballon tombé dans la ligne et qui revient pas dans l'axe, et ça fait pas les 3 points de Jalibert à la 24e minute sur le drop, moi je trouve qu'il a fait son match. Je l'ai trouvé solide, et moi c'est un joueur que j'apprécie, on l'apprécie tous, mais je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Paul est avec nous, voilà, et visiblement c'est l'avocat de Thomas Ramos. Bonjour Paul. Bien le bonjour. Paul, on te salue. Ouais, bon, avocat de Thomas Ramos, je suis pas non plus un grand fan de Thomas Ramos, mais je trouve que, comment dire, on tape un peu facilement sur lui, sachant que il fait un match, bon, pas exceptionnel, hein, on va pas se mentir, mais il fait pas un match horrible non plus. Il est comme vous disiez justement précédemment, il fait un match en sobriété, tout ça. Certes, il fait des petites erreurs, on va dire, évitables à ce niveau-là. Mais je trouve dans l'ensemble, il a quand même fait un match carré, il a été plutôt performant au but, il a souvent été là dans les phases défensives. Après, c'est sûr qu'on attend plus d'un joueur comme lui, sachant tout le potentiel qu'il a, qu'il démontre régulièrement au Stade Toulousain, quoi. Paul et Aymeric, avec Daniel, on va bien sûr, si vous avez encore le temps, vous allez rester avec nous, parce que je trouve que ce débat est intéressant et il est normal, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour continuer de débriefer cette victoire des Bleus en Écosse. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport et Rugby, Alexandre Priam. Et avec Daniel Herrero, bien sûr, Alexandre qui est là, et on est tous là, bien sûr, les auditeurs surtout de Sud Radio 0826 300 300. Juste avant, c'est excellent à 19h avec Judith Belair et invité Carla Bruni. Parlons quand même encore de cette victoire des Bleus 22-15 en Écosse. On l'a vécu en direct en intégralité sur Sud Radio. On était avec Aymeric de Saint-Quentin-Yvelines, avec Paul. Voilà, on a parlé de Thomas Ramos. Est-ce que Paul voulait encore ajouter quelque chose sur la performance de Thomas Ramos? Vous lui donneriez combien, vous, si vous aviez le pouvoir de donner une note sur 10? Je donnerais un gentil 6, on va dire.
C'était pas transcendant comme j'ai dit, mais c'était pas horrible non plus. Je pense qu'il mérite la moyenne, donc je vais être assez indulgent avec lui. Je vais lui donner un 6. Daniel, ça les vaut? Oui, probablement, mais en même temps, j'ai toujours beaucoup de difficultés, moi, à analyser la seule performance d'un joueur déconnecté quand même de la performance collective. Tu vois, Thomas Ramos, il a été, on disait tout à l'heure, il n'a pas fait grand-chose, mais ce qu'il a fait plutôt bien. Ce qui donne, comme toujours, quand tu sais pas bien analyser les choses parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais qu'il y a un peu, que tu dis, parfois c'est pas mal, et qu'il a été volontaire et appliqué, et que sa performance est décente et respectable, et donc tu mets la moyenne à la sortie. Normal. Bon, moi, il m'intéresse de voir que l'allure générale sur le plan offensif n'a en rien stimulé la performance de Thomas Ramos dans son amélioration. Tu vois, on a peu contre-attaqué, on a peu lancé de mouvements de large, on a peu joué dans le désordre, mais très peu. On s'est pas fait 3 passes dans des allures bordéliques de la grande troupe des deux équipes. Tu vois, quand à un moment les deux équipes là c'est tellement mélangé, très peu, presque rien. Là Thomas Ramos il y est plutôt bon. Maintenant on pourrait dire aussi, mais Thomas Ramos il aurait pu être un peu comme Mathieu Jalibert, un peu comme Antoine Dupont, et aussi a été terne dans ces secteurs-là, beaucoup comme nos deux troisième lignes qui ont été quasiment inexistants dans ce niveau-là, dans le jeu de passe, dans le mouvement, dans les grands espaces, dans les espaces moins structurés, moins organisés que les phases de lancement de jeu. Là, on peut dire que peut-être Thomas Ramos aurait pu être une impulsion à ça. C'est aussi quelque part quelque chose qu'on attend un peu de lui malgré tout. Tu vois, malgré tout, quand tu fais jouer Thomas Ramos, tu sais malgré tout qu'il y a un potentiel offensif. Eh ben, aujourd'hui, il germe pas. Donc, j'analyse moi la performance de Thomas Ramos comme étant bien ordinaire, mais pas pourri. Donc, je vais y mettre comme toi 10 sur 20. Mais j'y mettrai même une bonne note parce qu'il a été malgré tout un peu mieux, parce qu'il a quand même été très bon dans le secteur du jeu au pied, d'ensemble, du pied au but. C'est pas rien. C'est pas rien dans un match comme ça. Une partie de la victoire, elle est sur ses pieds à lui. Tu vois, et ça c'est pas rien. Et ça se concrétise. Et ça se congratule en même temps, tu vois, normalement, quoi. Mais en même temps, je mets sur le potentiel supposé de Thomas Ramos. Il a été peu utile à son collectif. Mais son collectif, lui, dans son ensemble, les 15 de France dans son ensemble, n'a pas joué dans l'allure. Dans les matchs précédents, juste une dernière petite remarque, dans les matchs précédents, si on a vanté un peu Boutier, c'est qu'il y avait un peu plus de jeu de volume, notamment dans le désordre où Boutier est plutôt bon. Et en même temps, Boutier avait impulsé quelquefois, des mouvements dans le désordre. On a vanté la performance de Romain Tamac, c'est qu'il a impulsé du jeu assez régulièrement, pas beaucoup, mais quand même assez régulièrement il en a impulsé, et que son partenaire à la mêlée, notamment dans la gestion du jeu, a créé dans le match 5 ou 6 brèches qui ont fait que le jeu s'est mis à pétiller derrière eux, de façon à, aujourd'hui, ça s'est pas passé. Dans l'allure générale collective de la performance du 15 de France, qui a été plutôt dans le sobre, n'a pas mis en relief le talent offensif de Thomas Ramos. Donc, comme Aymeric et comme Paul, je mets 10 sur 20. Ouais, voilà. Mais on va quand même rester avec Paul et Aymeric et accueillir également Eric de Montpellier. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Merci d'être avec bonsoir. nous. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette prestation des Bleus, quand même victorieux, 22-15, on le rappelle, en Écosse? Bon, je pense qu'ils ont quand même fait le job par rapport à la dernière défaite du tournoi à destination, mais quand même au niveau du jeu, faut dire que l'ensemble du match, il n'y a pas que l'équipe de France, même le jeu écossais a été assez pauvre. Hein. Dans le jeu disons que et surtout que moi je suis supporter du Stade Toulousain, j'aime beaucoup le jeu de mouvement, le jeu de passe, le jeu de créativité. Et bon, Daniel Herrero a un peu répondu, et juste un peu avant sur l'auditeur précédent, il a un peu répondu un peu à ma question, quoi. Bon, pas mal à ma question. D'accord, il y a eu quand même, Daniel, il y a eu aussi ce problème qu'on peut ressouligner quand même, parce que sur la dimension offensive du jeu, on sait que, on l'a dit d'ailleurs pendant le direct, la vitesse de libération des balles a été peut-être un peu trop lente, notamment dans les rucks, et c'est ça aussi qui a fait que peut-être on a pas pu jouer derrière. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un problème de libération? Est-ce qu'on a été embêté au sol? Voilà, c'est ça aussi toute l'idée. Oui. Alors, plusieurs choses quand même. L'allure générale du match. Le collègue Eric de Montpellier, il dit, les Français, ça n'a pas été très très brillant, mais ils ont gagné. Bon, pas des plus pétillants, pas des plus enjoués. Le niveau de jeu, le niveau de qualité, de construction collective, on dira, l'ensemble du jeu offensif n'était pas particulièrement reluisant, mais il dit aussi, et c'est juste, les Écossais n'ont pas proposé non plus. Les Écossais n'ont pas donné au match l'allure dominante, tu vois, dans la construction, dans le rythme. Et là, j'arrive au mot de rythme, parce qu'un match sans rythme, c'est un match terne. Oui, c'est exact. Même s'il y a des choses, tu vois.
il n'y a pas de rythme. Et toi, tu dis, moi, je suis amoureux du Stade Toulousain parce que quand ça se met à s'enflammer, tu vois, il y a vite la croissance des comportements, la croissance de la course, la croissance de la gestuelle. C'est un temps fort de rythme. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps fort de rythme. Qui plus est, c'est saccadé aujourd'hui. Et parce qu'il y a pas mal de fautes, parce qu'il n'y a pas de grosses séquences. Et les seules grosses séquences, elles sont des séquences de pick and go, c'est-à-dire celles où tu fais le raw et tu manges en ragoût, quoi. Tu vois, c'est-à-dire rien qui n'est épicé. Bon, ok, très bien. Et le fait qu'il n'y ait pas de rythme, alors on revient sur la dernière remarque de François et d'Alexandre, et peut-être que tu partages aussi l'idée, Eric, c'est que pour qu'il y ait du rythme, il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt. Plus il y a d'arrêt de la circulation de la balle, plus ça chute, évidemment, le rythme. Exactement. Et pour pas qu'il y ait d'arrêt, il faut qu'on se la passe, la balle, qu'on se la passe debout tant qu'on peut. Et si on va au sol, il faut qu'elle reparte très vite pour garder le tempo du rythme. Et si elle ne part pas vite, voilà, elle part pas vite, ça donne un match qui est sans rythme. Et là, on voit la qualité des extractions de balles, la qualité des sorties de balles, la qualité des gratteurs qui te cassent les pieds et la qualité de ce qu'on pourrait appeler des éjections. Autour de ces secteurs-là, aujourd'hui, c'était bien moyen. Très peu de balles sont sorties rapides, très peu de balles sont sorties derrière des perforations toniques. Et à la sortie, pas de rythme, pas de joie. Par contre, je voulais revenir un peu sur Thomas Ramos. Je pense que vous avez... Bon, lui a peut-être fait un match moyen, peut-être pas extraordinaire, mais il faut dire que toutes les lignes d'arrière ont été à peu près à son niveau, quoi. Oui, toutes les lignes d'arrière il n'y a pas eu... Teddy Thomas, on l'a pas vu. Que ça soit du demi-mêlée jusqu'au 15, ils ont pratiquement fait que presque défendre, presque. Aymeric, je crois que vous voulez intervenir. Aymeric, vas-y. Moi, je suis pas d'accord. Il y a au moins les deux centres qu'on a vus. Dupont, il n'a pas arrêté de... les deux centres. C'est pas les centres que tu vois comme au Stade Toulousain. Je suis désolé, bon, ouais. Ah ouais, mais moi je vois Ficou jouer en 10 depuis l'ère Galtier. Je vois qu'on joue à 3-10 avec donc notre 10, le 15 qui vient en 10 et Ficou. Je vois des propositions sur l'essai. C'est pas qu'une remise inté d'école, c'est une remise inté avec une incertitude de Jalibert derrière. C'est un très bel essai le premier, enfin le seul essai du match. De première main, on pourrait dire. Oui, mais en fait, bien sûr de première main, mais en fait, il est plus compliqué que ce qu'il paraît. C'est pas un essai non plus de cadet, comme je le pensais au tout début en le revoyant. Par contre, c'est vrai que Teddy Thomas, on l'a pas beaucoup vu. Excuse-moi, les deux ballons qui sont arrivés à l'aile, que ce soit Ratez ou Teddy Thomas, c'était des 3 contre 1. On leur a filé le ballon et les 3 défenseurs en même temps. Donc à un moment donné. Ouais, mais il y a un peu de tout ça. Mais on peut pas nier. Je pense que c'est Aymeric. Aymeric, on peut pas nier que la performance de la ligne de 3/4, elle est sans relief, quoi. Mais Flicou, Flicou, tu vois, tu sens qu'il est assez robuste. Il a un petit coup de Pirazan. Et il est chef de défense, donc il se tire jamais du milieu. Il organise bien. C'est un super match. Non, je ne peux pas qualifier de super le match de Flicou aujourd'hui. Non, il manque de surnombre, il donne très peu de balles, derrière lui ça joue pas beaucoup, et il offre rien au jeu, quoi. Tu vois, à un moment, il est constant, il est appliqué, il est extrêmement gaillard, tu vois, il a une très belle rigueur dans l'organisation défensive. Bon, sur le plan du jeu, Vakatawa, que le monde entier dise qu'il est gaillard, on va le confirmer. Ouais, il a avancé une fois ou deux, tu vois, il a fait une passe dans tout le match. C'est sur le plan offensif, en construction, c'est moyen, en valorisation du jeu. On sait très bien que... il va pas nous faire, effectivement... Voilà. Non, mais c'est pas pour les accuser, mais quand même, leur performance offensive, elle est assez terne, pour pas dire basse, mais terne, c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'il faut partir de la charnière, pour moi. Pour moi, c'est juste, on est trop habitué à un Dupont exceptionnel. Là, on a un Dupont normal, et du coup, ça crée pas énormément. Ouais. Oui, pas faux. Mais comme te dirait Dupont, si j'ai des avants qui avancent, qui fracassent tout sur la route, qui libèrent le ballon dans la seconde, et que Jalibert, il morce toutes les balles que je lui envoie, c'est-à-dire il a 3 pas d'élan, il peut exploser sur toutes les balles, c'est plus le même bouillon. Oui, tout à fait. Alors, on va vous remercier, messieurs. Eric à Montpellier, merci, Eric, Paul également. Une dernière petite chose. Oui, allez-y, Eric, allez-y. Après, je vous laisse. Je trouve qu'aujourd'hui, ça ressemble un petit peu dans leur travers, qu'ils font un peu trop dans l'avant sur les passes. Alors, est-ce que c'est dû aux conditions climatiques de mur et fil? Lorsque le ballon est très mouillé et tout, c'est sûr que avec un ballon ovale, c'est difficile de faire des passes. Mais je trouve qu'ils sont retombés, ils ont fait un peu trop dans l'avant aujourd'hui. Au niveau de la passe, de la transmission du ballon, que ce soit au niveau surtout un peu les avants et des lignes d'arrière, je trouve qu'ils ont fait un peu trop dans l'avant. Merci Eric, merci Paul et Aymeric qui étaient avec nous, Daniel, merci. Et voilà, il y a des choses à corriger, mais en tout cas avec le sourire, avec la victoire pour les